Donc, maintenant qu'on a ouvert un peu la discussion, ouvrons-la avec nos amis. Est-ce que la régie m'entend? Oui, bonsoir Pierre-Yves, bonsoir Jonathan. Vous m'entendez? Bonsoir, très bien. Effectivement, on a beaucoup de questions qui nous viennent du chat YouTube. Je vais commencer par déjà deux remerciements pour Mar et Isabelle B qui nous ont fait des dons en direct. Alors visiblement, on a un petit souci technique sur la plateforme Tipeee Stream. On va s'attacher à régler ça. Pour ce qui est des questions, première question d'Olivia. Les USA progressistes peuvent-ils revenir en UE pour interdire les référendums anti-UE, comme l'avait fait Obama avec David Cameron? Alors, Jonathan, tu veux commencer ou je la prends comme tu veux? Non, tu peux commencer, puis Ok. je compléterai si tu veux. Vas-y. Alors, attention. Barack Obama, qui n'était pas... moi, si vous voulez, j'ai beaucoup à titre humain, j'ai beaucoup de compassion pour Barack Obama. Parce que c'est un homme à qui on a fait faire des choses horribles, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et comme c'est tout sauf un idiot, je pense qu'il s'est rendu compte de tout. Et jusqu'à la dernière minute, il a été le jouet de force bien plus forte que lui. Et là, attention, je vous dis pas du tout, c'est pas du tout conspi.net. Il n'y a que mon équipe qui est interviewée en France dans le numéro 4 de Perspective Libre. Vous voyez, on est au numéro 27 aujourd'hui. Qui s'appelait sur la crise financière, fin d'un monde ou fin du monde. Nous avions interrogé Ron Suskind, donc grand journaliste américain qui avait eu le Pulitzer à cette époque-là pour avoir fait un ouvrage sur la crise vue par Barack Obama. Et on voit comment Wall Street a plié Obama, mais alors d'une force. Mais tout comme ils plieront Biden sans aucun mal, de toute façon, c'est eux qui ont payé pour sa campagne. Donc, c'est sec et net. Et en réalité, Barack Obama ne voulait pas aller menacer le peuple anglais. C'est l'ignoble David Cameron, qui est vraiment, depuis Chamberlain, ce que la vie politique anglaise a créé de plus visqueux. Et pourtant, il y a de la marge entre Gordon Brown, John Major et surtout l'infect criminel de guerre qui est Anthony Blair, qui pour l'instant parade encore dans les rues, bien grand bien lui fasse. Il y a quand même, enfin, il y a du niveau quand on veut être un visqueux dans le système parlementaire britannique. Et donc, M. Cameron a demandé à Barack Obama de venir menacer son peuple. C'est pour vous dire le degré. Enfin, si vous voulez, comme disent nos amis du Midi, il faut pas avoir de face pour faire ça. Et le problème, c'est que le peuple anglais a encore quand même de la virilité, et donc il a très mal pris la chose. Mais Barack Obama n'était pas la source de ça. Il a été appelé par le vassal Cameron. Et en réalité, je pense que Biden fera pression sur des pays, en effet, qui pourraient avoir la tentation. Regardez bien ce qui va se passer en Hollande dans un mois et demi. Regardez bien ce qui va se passer en Italie. Et malheureusement, j'ai de grandes craintes parce que Donald Trump a compris que l'Amérique avait besoin d'alliés. Pas de vassaux, d'alliés. C'est le premier président des États-Unis depuis Nixon à l'avoir compris. Et que laisser l'Union européenne dévitaliser les États, c'était les offrir à la conquête étrangère à moyen terme. Économique, démographique, ce que vous voulez. Et donc, d'affaiblir l'Amérique. Vous voyez, Donald Trump n'est pas un humaniste, et c'est pas ce qu'on demande à un président. Un peuple, un État, ça n'a pas d'amis. Ça peut avoir un cousinage historique, il y a des peuples avec qui on est plus à l'aise que d'autres. Mais un État, ça n'a pas d'amis. Bah. Or, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que Joe Biden pense qu'il faut maintenir la colonie européenne pour maintenir les Américains non en condition d'alliés, mais en condition de vassaux. Ce faisant, le problème, c'est que vous pouvez créer des vassalités quand vous êtes fort. L'Amérique n'a plus les moyens de ça. Et en dévitalisant les États européens sous l'exemple suicidaire qui est l'exemple allemand, la seule chose que va faciliter Joe Biden, c'est la destruction programmée des États européens et peut-être leur reprise économique par certains intérêts étrangers, chinois ou d'autres. Et je crains que Joe Biden se prenne à ce jeu alors que l'intérêt profond de l'Amérique, si l'Amérique avait une conscience de ses intérêts, serait d'avoir des alliés forts. Et donc de flinguer l'Union européenne coûte que coûte. Le problème, c'est que pour l'État profond américain, l'Union européenne, c'est la seule réussite majeure des services spéciaux américains au XXe siècle. C'est-à-dire un projet qui a été magnifiquement mené des années 20, grosso modo, jusqu'à 1958, et de 1970 à nos jours. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense en effet que, par exemple, les Italiens qui ont des bases américaines sur leur territoire vont devoir s'armer de courage s'ils veulent à un moment secouer la table. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste un petit point en ce qui concerne Obama. C'est vrai qu'à mon avis, Obama a été choisi pour certaines raisons et qui n'a pas vraiment été pour des raisons purement historiques, mais à mon avis, ça a été quelqu'un qui a été un peu pour être un peu méchant, mais le crétin utile du système, on va dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup manipulé, en effet. Et c'est assez terrible. Voilà, Tragique, et c'est ça la réalité d'Obama. Et c'était pas quelqu'un qui voulait tuer des gens, et pourtant il l'a fait par centaines avec ses drones, tout ça. Et c'était pas quelqu'un qui était prédestiné à aller tuer d'autres personnes. Au contraire, à mon avis, il devait probablement pas endormir le soir. Mais il l'a fait et il a été, à mon avis, manipulé. Et à mon avis, il a été choisi aussi pour que le reste de l'humanité pense que l'Amérique est un pays non raciste, tout ça est un pays tolérant. Mais tout ça est une mascarade totale. Ça rajoute au tragique du personnage, c'est-à-dire Voilà. c'est un homme qui a dû assumer un système ignoble, mais on a dit qu'il le faisait de manière angélique à cause de sa couleur de peau, alors que déjà les Afro-Américains ne le reconnaissaient pas comme l'un des leurs parce que lui n'a pas vécu l'histoire de esclavage, droits civiques, etc. lui appartient à une autre histoire. Et deuxièmement, c'est horrible de catégoriser un homme sur sa couleur de peau et sur ses origines réelles ou supposées, et de lui assigner, à cause de ça, un rôle historique face à un système qu'il ne pouvait pas toucher. Parce que Barack Obama, c'est très simple, c'est d'ailleurs ce que Lawrence Summers, l'homme qui a tué le Glacier-Galacte aux États-Unis, et là je me retranche derrière Ron Suskind, c'est ce que Lawrence Summers lui dit quand Barack Obama veut sincèrement sauver le peuple américain en même temps que sauver les banques en 2009-2010, et que Lawrence Summers lui rappelle nous t'avons fait roi. Donc tu signes en bas de la page et tu paraphes et point barre. Et il l'a fait. Et c'est lui qui a commencé ce système délirant de subventions économiques aux grandes banques, qui a envoyé au cœur de la crise de 2008 près de 44 millions d'Américains à la soupe populaire. Je ne sais pas si on voit ce que c'est. Donc voilà, autre question. Donc, j'en profite pour vous dire que Tipeee Stream refonctionne de nouveau. Et notamment, donc, nous remercions Triple Z qui nous a fait un don et qui pose une question. Bonjour, quels sont vos pronostics concernant notre avenir? Jusqu'où iront nos élites? À quoi ressemblerait le monde dans 5 ans, selon vous? Question difficile. Alors, déjà, un fait de certitude, le basculement technologique, intellectuel et économique en Asie orientale. Ça, c'est plié, c'est fait. Vous inquiétez pas,
l'impérium chinois ne vous concerne pas. Ils vous brideront pas les yeux de force. Euh, ouvrez un livre et n'écoutez pas BFM. Hein, vu que bientôt le racisme anti-asiatique sera un racisme autorisé. La seule chose, c'est que l'Occident est en train, et c'est là où je veux, parce que je pense que dans les 5 ans qui arrivent, nous allons vivre une hystérie anti-chinoise sans nom. La Chine peut être un problème pour le monde. Toutes les grandes puissances le sont. Elle est avant tout un problème pour elle-même. Mais ce qui détruit l'Occident aujourd'hui, ce n'est pas l'influence chinoise. Ce sont les germes de dégénérescence qui viennent de nous-mêmes. Déjà, premier point. Ce que je crains, c'est que les élites occidentales, au nom, au nom comment dire, d'une coucherie coupable entre la lâcheté, la corruption et la connerie. N'oubliez jamais un Kant, qu'est-ce que les Lumières? Qu'est-ce qui empêche de penser la paresse et la lâcheté? Eh bien là, vous avez le concentré de ce qu'est la paresse et la lâcheté. Et je pense qu'à force de refuser de penser, de refuser de voir le monde tel qu'il est, l'Occident va prendre des mesures dans les 5 ans qui viennent en termes de réduction des libertés publiques et à la fin de réduction quasiment anthropologique, parce que la liberté était une certaine conception de la liberté. Tous les peuples ont connu une vision de la liberté. Hein. Mais une certaine conception de la liberté était l'ADN de la pensée occidentale depuis la Grèce. Et j'ai très peur d'un revirement anthropologique majeur, c'est-à-dire qu'on brise l'élan de la liberté chez les peuples occidentaux. Et là, on les rend stériles, disons historiquement, pour une durée indéterminée qui va dépendre avant tout du cœur, au sens de Corneille, au sens du Cid. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est-à-dire, as-tu du courage? Des générations qui vont venir, et particulièrement la nôtre. C'est ce que je crains. Rappelez-vous, je l'avais dit chez Jovanovic en 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus. J'avais dit le grand gouvernement central, puis la fin, puis la dictature, puis l'effondrement. Dans 5 ans, nous aurons terminé la dictature. Nous en serons au stade de l'effondrement. Et c'est terrifiant. En tout cas, ces gens me font peur. Je le dis. Et je pense malheureusement qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Je le dis souvent pour que ça rentre dans la tête. Parce que je sais pourquoi on se dit quand est-ce qu'ils s'arrêteront. Parce qu'on se dit un jour ils s'arrêteront. Donc nous on n'a pas à s'opposer à eux. C'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils iront jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. C'est tragique. Mais c'est comme ça. Si je peux me permettre, je rajoutais un petit point aussi. On entend beaucoup de gens qui trouvent que la Chine est une entité belliqueuse et qui passe son temps à nous réduire. Et comme tu l'as très justement dit, on le fait très bien nous-mêmes. Mais aussi, il ne faut jamais oublier qu'un État, quand il y a des opportunités, des brèches qui s'ouvrent à elle s'infiltre dedans pour tirer profit. Les États ont toujours fait ça, c'est normal, on a fait la même chose, il n'y a pas de critique à faire là-dessus. Surtout quand c'est aussi facile. Donc, oui. Les Chinois, si on leur disait non à quelque chose, c'est pas comme ça qu'ils allaient envoyer leur armée, c'est pas ça. C'est pas les gens qui commencent à monter la mayonnaise en disant que la Chine va nous faire la guerre, c'est faux. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours estimé que l'armée chinoise était plus une armée de police qu'autre chose pour l'instant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, pour tenir quand même un pays vaste et quand même compliqué en général. Ils sont très loin technologiquement des Américains encore pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils rattraperont? C'est possible. Bon, ça, on verra ce que le futur. Mais c'est plutôt, on doit se critiquer de nous-mêmes, de notre propre faiblesse et de nos imbécilités
Parce que pendant que les Chinois, eux, progressent vers l'avant, nous, on se pose des questions délirantes sur le genre, ce genre de choses qui nous réduit complètement anthropologiquement à des imbéciles. Les Chinois, eux, se poseront pas ce genre de questions, ils iront vers de l'avant, et en effet, dans un certain nombre d'années, on aura l'air malin derrière eux, ça c'est sûr. Donc, voilà, moi je le dis, je ne suis pas, je suis le genre d'homme qui, qui essaye en tout cas d'éviter qu'on mette sur d'autres peuples, et particulièrement sur un de nos autres vieux alliés historiques, parce que là, il y a une grande relation entre la Chine et la France, des fautes qui viennent d'adversaires, premièrement, beaucoup plus proches de nous géographiquement, et deuxièmement, qui viennent de dégénérescence de nos élites. Ah, si vous voulez, faut... voilà, qu'on trouve normal de faire former, et là, pardonnez-moi, je vais être cru, et s'il y a des oreilles sensibles, écartez-vous du poste 20 secondes. Mais si on trouve normal de faire former les élites françaises, de faire diriger les clubs élitaires français par un mec comme Olivier Duhamel qui se faisait dégorger dans la gorge d'un gamin de 13 ans, c'est pas le Parti communiste chinois qui a fait ça. D'accord ? C'est la bonne gauche droit-de-l'homiste et social-démocrate française. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de Xi Jinping pour être dégénéré. Voilà. Autre question. J'espère avoir répondu, mais en tout cas, ce qui est certain dans les 5 ans à venir, c'est ce basculement. Ensuite, là, ils en sont déjà. L'Allemagne l'a annoncé. Comme à chaque fois que l'Allemagne a un problème, elle fait des camps. Elle a annoncé un camp pour les réfractaires au Covid. C'est-à-dire, ça y est, c'est acté. Je vous rappelle que l'Allemagne, il y a déjà 1 an, qu'elle fait mettre en hôpital psychiatrique les gens qui s'opposent au confinement. Hein. On est d'accord ? Bon. Donc, ils iront là où vous les laisserez aller. Je suis désolé. Et vous inquiétez pas, quand il y aura de serrage de vis, ce sera pour nous tous. Mais ça ira plus vite pour moi que pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre question. Donc, on a 3 questions qui restent sur le sujet. Une de Zardoz Lords RPG qui demande donc quelle politique de Biden envers l'UE. Une question de Lilo Lee qui nous demande quel avenir pour la special relationship entre les USA de Biden et le Royaume-Uni de Johnson. Et enfin, une question de Cynic, comment agira Biden face à l'Angleterre suite au Brexit ? Alors, je pense que déjà, toucher au Brexit, c'est trop tard. Caramba, c'est trop tard. Il va falloir puisque notre camarade Bessonnet vous a préparé un commentaire des 2000 pages de l'accord, donc il va falloir faire la vidéo avec lui. Évidemment, si M. Biden était arrivé avant, mais caramba, c'est raté. Donc, et surtout, on va être très clair. L'Angleterre est avec l'Australie, les 2 alliés les plus forts des États-Unis au moment où nous parlons. Oui, l'armée anglaise a énormément souffert. Pas du tout de la faute de Boris Johnson, hein, qui fait vraiment tout ce qu'il peut. Ceux qui crachent sur Johnson, quand on voit tout ce qu'il a fait depuis le 1er janvier, depuis que son pays est libre, il a pris une loi anti-immigration comme vous n'oseriez pas en rêver la nuit. Il a annoncé le recalibrage financier de la flotte britannique. Je peux vous assurer que si ça tire jusqu'au bout, c'est bandant. Hein. Les Américains ne peuvent pas se passer, je pense, de l'allié en termes de renseignement et militaire qu'est l'allié anglais. Donc, à la place de Joe Biden, minorer la Grande-Bretagne sera une terrible erreur. Surtout que, quand il aura refait ses conneries libre-échangistes, il fera peut-être miroiter aux Européens un retour du traité euro-atlantique. Le problème, c'est que c'est un traité qui est censé uniquement servir l'Allemagne. Et si Joe Biden veut détruire l'emploi américain, qu'il le fasse, certainement. Mais je pense que certaines personnes vont l'en empêcher.
dernière question sur l'UE. Donc j'ai fait la Grande-Bretagne, voilà, ça va être le retour du pilier germanique. Et surtout, ça va être le retour de l'axe germano-polono-parti démocrate sur l'hystérie anti-Ruskov. Et ça a déjà commencé avec le sympathique Navalny, qui est en vacances prolongées à Berlin. Et je dois le dire, je le dis sincèrement, j'ai énormément de considération pour la patience de Vladimir Poutine, parce que à un moment, quand la mouche tourne trop près des yeux de l'éléphant, il est tout à fait normal qu'elle se prenne un coup. Donc, on va repartir comme dans les pires années Obama. Je veux dire, moi, j'étais dans les institutions européennes à ce moment-là. J'étais dans les institutions européennes au déclenchement de l'affaire d'Ukraine. Vous n'imaginez pas ce qu'on a vécu. Vous voulez, c'est à peine si l'armée russe faisait pas du cannibalisme, enfin vous vous rendez pas compte de ce qu'on a entendu. Si vous voulez, si vous voulez, le mur de la connerie franchi à Mach 5, là, et on va en bouffer. Croyez-moi, on va en bouffer. Et voilà, ça va être les 3 piliers de Biden en Europe, c'est-à-dire conserver l'amitié britannique parce qu'il n'a pas le choix, refaire l'axe germano-américain, plus hystérie anti-russe plénière, et essayer de ramener la Turquie dans le rang pro-américain, ce qui va aller avec une politique pro-frères musulmans généralisée qui est la marque des démocrates depuis le discours du Caire. Ok, alors je vous propose de passer sur le sujet global, on va dire un peu bilan du mandat de Trump. Donc une question de Jackson Sean qui vous demande pourquoi Trump n'a pas réformé les GAFAM quand il en avait le pouvoir. Je cite, il s'est contenté de pleurnicher sur la censure de Twitter, mais n'a pas pris d'action concrète. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors attention. Il faut savoir une chose, c'est que le principal instrument juridique qu'a le président des États-Unis contre les GAFAM, c'est les lois antitrust. Or, les lois antitrust aux États-Unis sont très bien faites, mais sont très lentes. Quand vous affrontez, et c'est là où je vous demande de toucher la complexité du réel. Je vous demande vraiment de toucher la complexité du réel. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est... je vais prendre l'exemple de Lehman Brothers, pour que vous compreniez bien. Quand on a ouvert la boîte noire de Lehman Brothers, la structure juridique de l'entreprise était tellement complexe que les représentants de Lehman Brothers ont dit aux représentants de la SEC, Autorité des marchés américaine, qui est sur le papier, aujourd'hui elle a été totalement châtrée, mais sur le papier, c'est pas une agence en bois, c'est pas la COP française, je vous le dis tout de suite. Le temps que vous compreniez comment nous fonctionnons, 10 ans se seront certainement écoulés. Vous voyez, la complexité aujourd'hui de ces structures fait que les lois antitrust sont très difficiles. Elles sont redoutables quand on arrive à aller au bout du processus. Et c'est là où, je pense, nous n'aurons, et là c'est un vaste chantier, mais face à ces entreprises-là, nous n'aurons pas le choix de réutiliser, d'essayer d'utiliser de nouveaux outils juridiques. Et je pense, à titre personnel, ça c'est une supposition, et un spécialiste du droit pénal pourrait peut-être nous aider. Je pense pour châtrer ces grandes compagnies qui ne sont rien de plus que des seigneurs de guerre, que des grands féodaux, hein. Je pense qu'il ne faut pas hésiter
à mettre dans le droit commun des procédures qui sont pour l'instant des procédures que nous utilisons contre le crime organisé. Je vais vous donner un exemple d'une loi américaine pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui est la loi RICO. Parce que quand ils font un truc trop complexe, il suffit d'en avoir un, et tous les autres sont coupables par association. Et c'est à eux de prouver qu'ils ne le sont pas. À titre personnel, si on doit en arriver là, pourquoi pas? Or, vous voyez, premièrement, ce n'est pas si facile. Deuxièmement, rendez-lui au moins cette grâce qu'il n'a pas eu que ça à foutre. Parce que on lui a fait une guerre de tous les instants. Et s'il y a une faute de Donald Trump, c'est de ne pas avoir préparé des hommes ce que Boris Johnson a fait. Mais là, pour le coup, souverainiste et nationaliste français, c'est à moi de vous poser la question. Sommes-nous prêts? Voyez, sommes-nous prêts? Et formons-nous les hommes? Voyez? Bon. Là aussi, attention, attention. Ne soyons pas ce que j'appellerais des bourgeois de salon. Trump a ramené à la vie civique, quoi qu'on pense de lui, des gens qui n'étaient pas, qui n'étaient plus intéressés par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et une partie de son style matamor y a fait. Alors, à titre personnel, ce n'est pas ma manière de gouverner. Le style matamor de Donald Trump peut choquer. Mais il a ramené beaucoup d'Américains vers l'engagement civique. Et ce n'est pas à balayer d'un revers de main. Après, c'est un style très américain. Mais comment dire? Nous, Français, on est beaucoup plus... on aime beaucoup plus comment dire? On aime la puissance d'État telle que De Gaulle la définissait. Le général disait « Rien ne restaure plus l'autorité que le silence ». Mais ça, c'est très français pour le coup. Vous voyez? C'est très français. L'Amérique ne raisonne pas tout à fait comme ça. Voilà, si vous voulez, est-ce que dans les classes cultivées, dites cultivées, parce qu'elles ont appris par cœur un discours universitaire, est-ce que ça l'a desservi? Ces classes-là, de toute façon, ont usé de l'excuse du style Trump pour éviter d'avoir à dire la véritable raison de leur détestation pour lui, qui était Donald Trump représente les intérêts d'une Amérique qui n'est pas la nôtre. Point. C'est-à-dire que, en réalité, les classes supérieures, leur haine de Trump vient tout simplement d'un intérêt de classe. Point barre. Une question de Keilerat. Quelle forme de militantisme chez les Trumpistes serait des réseaux sociaux radicalisés? Est-ce qu'ils vont se retourner vers l'insurrection, vers le terrorisme? La question peut se poser. S'ils n'ont plus de moyens d'expression classiques et qui sont censurés par toutes les plateformes. Alors, vu qu'il y a eu un petit blanc pendant le passage de la question, là on m'entend là ou pas moi? Ça va? Oui, Tout oui, va très bien. Bien. Donc tu me parles de la radicalité des partisans de Trump. C'est ça. Bah, d'un côté, les démocrates l'ont cherché. Je suis désolé. Si tu veux, quand on veut nier Lizégori,
l'accès égal à la parole, c'est qu'on ne supporte pas la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose de sérieux, merde. La démocratie, ce n'est pas la protection des minorités contre la majorité opprimante parce que un jour, les Allemands ont décidé de tuer des femmes et des enfants. Bon, excusez-moi, tuer des femmes et des enfants, c'est toute l'histoire germanique. Bon, c'est terrible, mais c'est comme ça. Or, à titre personnel, moi je suis de famille de héros de guerre déportés et torturés. Donc oui, ce que l'Allemagne a fait est en dehors de toute mesure humaine en termes de châtiment mérité. Mais depuis, on a voulu dire que tous les peuples d'Occident portaient cette violence destructrice en eux, et donc il fallait inverser la définition de la démocratie pour punir les populations. Or, particulièrement punir des peuples qui étaient pour rien, les Français, les Anglais, enfin, faut pas déconner. Or, la plupart des peuples d'Occident ont résisté au pangermanisme. Et depuis près de 60 ans, on essaye de contourner la démocratie. Il y a d'ailleurs eu des écoles intellectuelles là-dessus, l'école de la gouvernance dans le cadre de l'Europe, l'école fonctionnaliste avec des gens comme Burnham ou d'autres, enfin l'ère des organisateurs et autres, toute une pensée oligarchique est née là-dessus. Or, moi j'estime et c'est ce qu'a compris le CNR français, c'est ce qu'a compris le rapport Beveridge en Grande-Bretagne et Winston Churchill en Grande-Bretagne, c'est par un surcroît de démocratie qu'on aurait dû conjurer le fascisme en 1945, et pas par essayer de développer à l'aune de la guerre froide de nouveaux systèmes oligarchiques. Voilà, c'est ça qui me... et quand je vois ce qui a été fait en termes justement de démocratie censurée aux États-Unis et ailleurs, je suis catastrophé. Voilà, c'est le. Alors, on peut regretter, ça je l'ai dit dans la vidéo sur le mouvement Canon, qu'il n'y ait pas d'éducation populaire des militants ou des sympathisants aux États-Unis. Je le regrette pour eux, et je le regrette même côté démocrate, parce que je fais partie de ces gens qui croient peut-être à tort, c'est mon vieux côté prof, que la culture fait reculer la barbarie. Et là, le problème, c'est qu'il y a une nouvelle barbarie qui est en gestation, quelle barbarie pris au sens courant, pas pris au sens grec, hein. Et que cette barbarie marche à l'ombre des droits de l'homme aujourd'hui. Et ça, c'est une menace hors norme sur le devenir de nos populations et sur, disons, et sur, je suis désolé, ce que nous devons à ce que nous devons à ce que nos pères ont fait. Parce que quel que soit ce qu'on a comme débat civilisationnel, hein, si on veut être sérieux, il n'y a que deux civilisations. Il y a les civilisations nationales, donc la civilisation française, ou la civilisation globale qui est occidentale. La civilisation européenne, c'est rien, ça c'est du mytho. Donc, si nous ne voulons pas voir la barbarie débarquer, eh bien, nous devons cultiver la liberté, et un État fort, c'est un État qui supporte le maximum de liberté des siens. Voilà. Et je suis désolé qu'aujourd'hui, une part de gens qui osent se dire progressistes, mais qui en réalité ont des mentales de petits flics et qui n'entendent... le Philippe Murray disait qu'ils avaient une envie de pénal. Eh bien oui, ils ont une envie de pénal. Voilà. Donc ce sont des flics, et ça c'est pour moi en tout cas,
il y a quelque chose de terrible pour l'évolution de l'Occident s'il y avait une épuration aux États-Unis de gens qui n'ont rien fait que d'utiliser leurs droits civiques. C'est comme ça qu'on fait des guerres civiles pour rien. Alors, oui, il y aura une réponse des Trumpistes et des Américains, parce que là, on essaye de bâillonner la moitié de l'Amérique, elle répondra. J'espère qu'elle répondra par la création de ses propres réseaux. Ce qui, moi, m'effraie, c'est une fois de plus que moi, si vous voulez, c'est d'ailleurs l'un de mes désaccords avec même des gens que j'aime bien comme Alain Finkielkraut. Moi, je suis démocrate parce que je suis démophile. C'est-à-dire que même quand il est normal que quand un peuple s'exprime, il le fasse sans forme de politesse, pour une raison qui est simple. Hein, le peuple n'est ni bon ni méchant, mais c'est sur lui que la responsabilité historique du maintien de la nation est. Donc c'est lui qui commande. Point. Et rien ne peut se faire sans lui. Alors on peut... moi, à titre personnel, si les violences extrêmement graves que les démocrates ont fait par la censure généralisée, si celles-ci occasionnent des dommages au pacte civique et qui entraînent des violences dans la population, eh bien, à titre personnel, je comprendrais qu'on ne condamne pas les violences en retour, car ça porte un nom, ça. Ça s'appelle de la légitime défense. J'espère que ça passera par la création de réseaux. D'ailleurs, c'est déjà en train de se faire. Nous, par exemple, nous avons rejoint un réseau qui s'appelle Gab. Nous serons bientôt sur Signal. Je crois qu'ils utilisent quelque chose qui s'appelle également DuckDuckGo ou un truc comme ça. Non? Pas un truc comme ça? Mais voilà, ou Odyssée ou d'autres. Et bien ça, c'est de l'opposition intéressante. Et à titre personnel, je le dis, pour l'instant, le peuple américain est très adulte, parce que je connais bien des peuples à qui on aurait fait la moitié de ce qu'ils viennent de vivre là, ce serait déjà avec du sang dans la rue. Alors pour l'instant, le seul sang dans la rue qu'il y a eu, c'est les rednecks venus pour dire que pour eux, à tort ou à raison, leur élection avait été volée. À titre personnel, moi je n'ai pas à avoir d'idée là-dessus. Ce que je remarque, c'est que les deux autorités qui étaient censées leur répondre, qui sont la Cour suprême et le vice-président des États-Unis dans sa fonction de président du Sénat, les deux ont refusé de statuer. Bon. Donc ces braves gens n'auront jamais leur réponse. Alors une question ensuite double, une question de Antoine Tarente qui a été appuyée par notre ami aussi Kraken qui demande donc l'Obama Gate ainsi que certains dossiers de la CIA ont été déclassifiés. Qu'en pensez-vous? Quelles répercussions cela va avoir sur l'administration qui est en train de se mettre en place? Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? Ah, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, très bien. Ok, parfait. Moi, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Et la raison, c'est que l'équipe de Biden mettra en place un certain nombre de personnes dans ce qu'ils appellent le DOJ, hein, qui est le département de justice, qui est déjà en grande partie, en tout cas dans les positions clés, était déjà très anti-Trump. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Trump a eu beaucoup de mal à essayer de faire avancer son agenda, parce qu'il n'a pas pu purger autant qu'il aurait voulu ces grandes administrations qui étaient contre lui. Donc déjà, il y a ce problème-là. Donc je pense que ça aboutira pas vraiment. Et ce sera facile pour l'administration de Biden de remettre d'autres positions clés avec des gens qui sont en sa faveur, qui sont de son parti politique ou intellectuel, afin de ne pas faire avancer les choses. Je pense que, par exemple, ce qui s'est passé à Benghazi avec Hillary Clinton, ça n'aboutira pas. Le fils de Biden, à mon avis, ça n'aboutira pas vraiment. La preuve, à mon avis, c'est que Bill Barr, qui était le chef de la justice, qui a fait démission juste avant la passation de pouvoir, l'a fait pour ces raisons-là, à mon avis. Donc, à mon avis, tout ça n'aboutira pas et puis on continuera notre chemin. Rien à ajouter là-dessus. Autre question? Parfaitement d'accord.
Voilà, donc on va arriver là donc sur la série de questions concernant plutôt les démocrates. Donc une question de notre ami Kraken. Va-t-il y avoir une purge au sein de l'armée? Les USA vont-ils avoir un recours massif aux mercenaires et aux proxys, comme Rome en son temps avec les Germains avant sa chute? Je peux commencer si tu veux, Pierre. Vas-y, Jonathan. Le mercenariat a toujours existé depuis très longtemps. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de nouvel. Bon, on appelle plus ça du mercenariat, on appelle ça des contractors maintenant, mais c'est la même chose. Donc évidemment, la guerre en Irak a permis le déploiement de ce genre de troupes pour plein de raisons économiques en particulier, ou se désaffecter un certain nombre de missions. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va continuer, ça ne changera pas. L'autre partie de la question, le problème de l'armée, on est une question plus importante. Je pense que l'armée américaine, comme je disais tout à l'heure, est scindée en plusieurs morceaux. Même, j'y vois même entre différentes unités, régiments, voire divisions. Par exemple, il y a un effet très négatif en ce moment, venu des démocrates progressifs qui veulent interdire aux soldats américains d'utiliser certains termes soi-disant racistes. Il est vrai que les soldats, quand ils sont au front ou quand ils sont sur le terrain, n'ont pas un langage très... Mais bon, je pense que c'est nécessaire qu'ils aient ce langage plutôt crasse. C'est comme ça, et ça a toujours été le cas dans toutes les armées du monde depuis le début. Et aussi, ils veulent changer certaines insignes d'unité, ce qu'ils estiment que c'est raciste. Certains de ces enseignes Ils ont que d'unité ça à sont... foutre. Voilà, déjà. Et en plus, ce sont des enseignes historiques. C'est des unités qui ont eu historiquement des batailles, où ils n'ont pas eu beaucoup de soldats. Donc, quand on rejoint ces unités... Tu as un exemple, par exemple? Je me souviens plus exactement de l'unité, il faut que je revoie ça, mais j'ai vu ça la semaine dernière. Vous savez, c'est des blasons. Ils estiment que certains signes sont racistes, un peu comme ce qu'ils ont fait avec l'équipe de football américain de Washington qu'ils appelaient les Redskins, les peaux rouges. Donc ils ont décidé qu'il fallait retirer ce nom parce que c'était raciste. Donc maintenant on appelle ça plus que l'équipe de Washington. Donc je retrouverai, mais ils sont en train aussi de se mêler de ces problématiques progressives dans l'armée américaine. Et ça sent pas bon, en partie parce que ça leur regarde pas et que ça va créer des scissions supplémentaires dans l'armée américaine. Bah, si tu veux, purger les Trumpistes de... Alors, là, je parle sous ton contrôle, Jonathan, hein. Ouais. Il y a une grosse division, tu le dis bien, au sein de chaque corps d'armée américain, mais pour être très 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 schématique. L'aristocratie de l'armée américaine, c'est la Navy, toujours aujourd'hui. Il y a une concentration de gens du Sud, mais particulièrement des terres très religieuses, dans l'US Air Force. Mais par contre, les unités d'infanterie, donc l'US Army, vient de territoires qui ont voté Trump majoritairement. Exactement. Purger l'armée de terre américaine avec les difficultés de recrutement qu'elle a parce que la guerre d'Irak a laissé des trous béants, à un moment, il faut choisir jusqu'où par connerie tu vas bousiller ton propre outil militaire. Là, Biden a des grands tenanciers, hein. Il y avait chez les bolcheviks, il y avait un grand débat là-dessus. Est-ce que les officiers doivent faire la guerre ou est-ce qu'ils doivent penser la politique du parti? Bon, il y a eu des écrits assez célèbres de Trotsky, entre autres, là-dessus. Or, est-ce que les démocrates sont capables de s'aborder l'armée américaine? Peut-être. Mais si c'est le cas, eh bien, il faut renoncer au rêve impérial. Et je pense qu'à un moment, particulièrement dans un système américain, je ferai peut-être une émission spéciale là-dessus avec Benoît Bihan, dont je vous renvoie à son très bon livre qui est ici. Tac, La guerre, la pensée, l'affaire. Trouvable comme l'ouvrage de Tusher ou le Trump sur le site du Cercle Aristote. Et profitez-en, il y a encore les trucs de Noël jusqu'à fin février, les offres de Noël. Or, n'oubliez pas une chose, c'est que je ferai une émission avec lui sur
le fait qu'il y a un problème d'ingénierie militaire aux États-Unis. C'est-à-dire que l'armée américaine a des problèmes systémiques aujourd'hui d'organisation. Ce qui vous explique le F-35, par exemple. Mais si à ces problèmes systémiques, on rajoute la purge politique dans une armée qui est déjà sous-dimensionnée en hommes, c'est le crash assuré. Voilà. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ai. Est-ce que les idéologues derrière Biden sont assez fous pour le faire? Oui. Le problème, c'est s'ils n'ont pas assez d'hommes, ils feront pas de guerre. Or, j'ai beaucoup de craintes sur le fait que ce soit des gens pour qui la guerre pour la guerre soit la seule politique internationale qu'ils comprennent. Et là, attention, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Rappelez-vous Clausewitz. Gagner une guerre, c'est avoir des buts de guerre politique. La guerre pour la guerre, c'est l'échec assuré. Donc je pense qu'ils auront des velléités peut-être de purger le corps des officiers, mais alors d'aller purger le bidas trumpiste, j'y crois pas. Ou alors vraiment ils sont dingues. Alors, une question de Cromwell. Bonjour Monsieur Rougeron et bonjour Monsieur Alperi, meilleurs vœux. Ma question est plutôt simple. Est-ce qu'il y a des volontés de révision constitutionnelle dans le personnel politique américain, démocrate, républicain ou les deux en même temps? Alors pour le côté démocrate, oui, en effet. Pendant la campagne électorale, ils ont voulu, et d'ailleurs ils vont essayer de le faire, ce qu'ils appellent packing the courts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 9 juges de la Cour suprême fédérale, ils en auraient une douzaine ou une quinzaine, enfin un chiffre assez hallucinant, exprès pour que ça devienne quasiment ingérable. Ils veulent faire aussi quelque chose, ils veulent rajouter 2 États fédéraux, ils veulent rajouter Porto Rico et Washington, D.C., donc la capitale. Et comme ce sont des entités qui sont en grande majorité démocrates, ça leur donnerait des sièges supplémentaires au Sénat et au Congrès. Donc dans ce sens-là, c'est purement pour des raisons, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, pour gagner les élections pour les 20 prochaines années. Donc ça, ce sont des velléités anticonstitutionnelles qu'ils veulent mettre en place afin de gagner indéfiniment les élections. Est-ce qu'ils y arriveront? Je crois qu'il faut 2/3 de oui pour que ça passe, qui est très compliqué, mais ils vont essayer de le faire, ça c'est sûr. Alors, moi j'ai entendu également 2 autres projets délirants, démocrates toujours. Alors, il faut que vous compreniez une chose. La Constitution américaine est l'une des constitutions les plus difficiles à amender de l'histoire constitutionnelle occidentale. Vous avez des amendements qui ont mis des décennies à passer. Parce que ce document a été fait par les hommes de Jefferson pour être intouchable, pour être un pacte. Et n'oubliez jamais que chez les pères fondateurs, il y a une pensée biblique. Donc pour eux, l'équivalent, c'était les tables de la loi. C'était les tables de Moïse. Intouchable. Hein, et si vous voulez, il faut bien comprendre que les démocrates veulent vraiment attaquer le pacte qui cimente l'Amérique. Or, ils auront beaucoup de mal, mais ils vont au moins tenter de faire ce qu'a dit Jonathan. Ils vont même essayer d'en rajouter 2, de limiter le premier amendement. Et là, on touche le cœur de l'Amérique. Hein. Et deuxièmement, de limiter ce qui est la garantie du premier amendement, le second amendement. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Nul ne doit pouvoir être inquiété pour ses idées aux États-Unis. Alors attention, vous avez des gens qui ont été inquiétés socialement. Mais j'avais fait ce débat avec Jean Bricmont, qui épousait certaines positions pour une partie de l'extrême droite révisionniste et pro-germanique. Je lui ai dit que ces gens-là aux États-Unis existaient et que tout le monde s'en foutait. Parce qu'ils étaient traités comme ils doivent être traités, c'est-à-dire par le mépris. Et que les foutre en tôle, c'est leur faire plaisir. Bon. Donc,
et aux États-Unis, ils n'ont jamais été incarcérés. Jamais. Or, cette liberté d'expression absolue ne tient que parce qu'il y a l'ancien droit de milice, qui est aujourd'hui le droit de port d'armes généralisé aux États-Unis. Mais toucher à ça, c'est toucher au cœur de la pensée républicaine, pas républicaine au sens du parti républicain, mais républicain au sens global, qui est la pensée du citoyen soldat, qui est une pensée qui est le cœur de la pensée politique américaine. Alors, je suis entièrement d'accord. Et puis, de toute manière, on estime qu'il y a 400 millions d'armes aux États-Unis. Donc s'ils veulent les désarmer, je leur souhaite bien du plaisir. C'est pas possible. Déjà par le nombre et la quantité d'armes de guerre, hein, pas seulement de pistolets, mais aussi d'armes qu'on a, mais aussi par le fait qu'il n'est pas dans l'ADN de l'armée américaine. Parce que pour aller chercher ces hommes-là, prendre les armes, il va falloir se battre contre eux. Ils ne se laisseront pas faire. Et l'armée américaine n'acceptera pas de faire ça. Pour la grande raison, comme je disais tout à l'heure, qu'ils n'auront pas tué leurs siens. L'armée américaine n'a jamais fait ça, ne le fera pas. C'est pas l'armée syrienne, on n'est pas dans le même. Totalement. Il faut savoir que écraser la révolte des anciens conscrits, ce que l'armée américaine a dû faire dans les années 20, a été un tel traumatisme pour l'armée américaine que retaper sur les vétérans ou déjà taper sur les vétérans, ça a été un crève-cœur pour l'armée américaine. D'ailleurs, les 3 hommes qui gèrent cet épisode-là deviendront célèbres de cet épisode qui, pardonnez-moi, est plutôt vers la fin des années 20, début des années 30, va être géré 3 hommes qui vont devenir célèbres, qui sont Patton, Eisenhower et MacArthur. Or, déjà ça, ils l'ont pas fait. Ils ont eu du mal à le faire. Alors allez taper sur l'américain moyen, non, l'armée américaine le fera pas. J'y crois pas. Il y a des peuples qui sont faits pour ça. Mais alors les Américains, que dalle. Pas de balle. J'y crois pas. Mais le fait qu'ils y pensent est gravissime. Ce que ça veut dire que pour eux, ils ne savent plus ce qu'est l'Amérique. Et le souci, quand vous ignorez votre propre pays à ce point, vous comportez comme un colonial. Et ce faisant, vous légitimez par avance toute violence qui sera faite contre vous. Je le dis. C'est la même chose qu'on a avec Macron. Hein. Macron, il est français de papier. Bon. Il nous traite comme des colos. À un moment, le casque blanc, ça suffit comme si, hein, comme dirait l'autre. Bon. Question. Là, on arrive à la toute fin, là. Oui, alors, une dernière question, là, justement, sur l'administration Biden, et puis après, il y en a quelques-unes sur on va dire, l'après-Biden. Donc, une question de Thomas C. Que pensez-vous de la déclaration de, justement, Joe Biden promettant de vaincre le suprémacisme blanc et je crois qu'il a même rajouté le terrorisme intérieur. Donc, le terrorisme intérieur, il a désigné son ennemi, quoi. Jonathan, je parle sur autocontrôle, mais le dernier attentat perpétré par un Américain de souche contre les intérêts américains, c'est l'attentat d'Oklahoma. C'est ça, il y a eu c'est l'immeuble du FBI à Oklahoma City. Voilà, c'est la dernière fois. D'ailleurs, parce que les fédéraux avaient essayé de prendre d'assaut un groupe, je ne me souviens plus le nom, pour leur prendre leurs armes et tout. Ils se sont vengés. Ils sont en train d'essayer de passer des lois en ce moment qui renforceraient l'outil légal fédéral américain contre le terrorisme, ce qu'ils appellent le terrorisme domestique, donc interne. Et en effet, ils pointent du doigt directement les Trumpistes qui pourraient, selon eux, être un problème pour la sécurité du pays. Ouais, ils ont fait quoi? Comment? Ils ont fait quoi? Rien. Je sais pas, par exemple, tu peux être sur les réseaux sociaux, puis avoir des velléités un peu sécessionnistes, n'importe quoi, et ils auront l'outil éventuel pour aller te chercher. Et là, c'est un jeu très dangereux, et c'est pas du tout dans l'ADN de ce que l'Amérique a été.
ou ce qu'elle doit être. Donc là, je pense qu'à nouveau, on rentre dans une zone assez dangereuse, rien que pour ça. J'en profite pour, comme on est dans les dernières questions, pour t'en proposer une. À ton avis, l'avenir du Trumpisme, l'avenir de Trump, l'avenir de Trump d'abord, du Trumpisme ensuite, pour toi, c'est quoi? Alors déjà, je ne sais pas si tu as entendu ce que Trump a dit aujourd'hui. Il a dit on reviendra. Alors je ne sais pas s'il parlait pour lui-même ou pour tous les gens qui le suivent, mais bon, on pourrait imaginer dans 4 ans, il essaie de se représenter. C'est à mon avis la raison pourquoi les démocrates de Nancy Pelosi ont fait le second impeachment pour qu'il soit légalement inéligible. Enfin, Inéligible. Inéligible, voilà, pardon. Donc ça serait pour ça. Par contre, que ce soit Trump ou pas Trump, de toute manière, le personnage a sa position historique et le Trumpiste est né. Et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Donc je pense que la roue a commencé à tourner lentement, mais je pense qu'elle va vraiment faire son chemin. Et c'est évident que les démocrates ont très très peur de ça. Qu'en 4 ans, tu pourras avoir en effet une relève de quelqu'un d'autre avec autant de gens qui votent pour lui, donc entre les 75 et 80 millions d'Américains. Donc c'est une victoire pour lui quand même. Moi, à titre personnel, ce que je vois là-dessus comme analyste, c'est que Donald Trump a deux choix. Soit il crée un courant trumpiste au sein du Parti républicain qui éliminera d'abord tous les mièvres par la tenue des primaires locales lors des élections de mi-mandat, soit il crée un parti en lui-même. Ce qui aux États-Unis est plus compliqué. Parce que contrairement à la légende, il n'y a pas que 2 partis aux États-Unis. Il y en a une multitude, mais il n'y en a que 2 qui pèsent. Mais Trump a beaucoup de cordes à son arc s'il veut se maintenir. Il n'a, à mes yeux, qu'un seul grand problème qui est là. Mais ça parle beaucoup pour nous, souverainistes et nationalistes français. Trump doit préparer des hommes. Tout comme, regardez la guerre que Boris Johnson est obligé de faire avec une partie de l'administration britannique, alors que lui, les hommes, il les a préparés. Ça veut dire qu'il va falloir se préparer à une guerre sans nom face à ces gens. C'est ça qui est terrible. On prend encore 2 questions et c'est bon. Oui, alors justement, il y avait une avant-dernière question de Yann qui nous a fait un don, donc j'en profite pour le remercier, qui nous demandait quid de Trump en 2024, donc ça vous y avez répondu. Une question de Triple Z qui a de nouveau fait un don, qui donc demande: n'ayant pas très envie de me voir offrir un séjour en train en Pologne avec un pyjama rayé offert, que pouvons-nous faire pour résister à cette dictature incroyable qui vient? Alors, attention. Déjà, ils ne reprendront pas, je pense, le folklore des dictatures du passé. Ils sont fous, mais pas à ce point-là. Et j'en parle, je le dis assez sincèrement, moi je suis très à l'aise avec ce sujet-là. Je ferai peut-être une émission sur un ouvrage qui vient de sortir de l'historien Bernard de Grippe sur l'histoire de mon grand-père et de ma famille. Donc, à titre personnel, nous, on l'a eu, le pyjama rayé pour aller en Pologne, donc merci bien. Je pense que avant tout, ce qui va compter, c'est la réticularité. C'est-à-dire que la structure partie pyramidale ne résistera pas à ce qui va arriver. Déjà, c'est une structure qui est largement condamnée par l'histoire pour différentes raisons. Par contre, je pense qu'il va être nécessaire de s'entraider pour créer pas une contre-société. Il ne faut pas vivre dans les catacombes, mais une société parallèle qui s'arme pour le rapport, qui s'arme psychologiquement, qui s'arme socialement, pour le rapport de force. Voilà, je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Donc, et moi, je rajouterais un tout petit point par rapport à ça, c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la notion du courage, qui manque cruellement en Occident aujourd'hui, et en Europe de manière. D'ailleurs, j'admire beaucoup ce que tu fais, parce que
tout ça a des conséquences. Hein. On ne se met pas de l'avant dans un combat sans savoir qu'il y a un coût. Et je pense que pour répondre à la question de ce monsieur, c'est important que beaucoup de gens qui aient cette fibre patriote, qui aiment la France et qui aimeraient que la France redevienne un pays qui en vale l'appel à nouveau, c'est que la notion du courage redevienne en premier lieu. Parce que moi, en tant que franco-américain aux États-Unis, on voit encore ça aux États-Unis, une espèce de virilité, comme toi, tu as décrit un certain nombre de fois cette virilité anthropologique, hein, où on est face au monde, comme tu as très bien dit une fois, être droit dans ses bottes. Et en Europe, malheureusement, il manque beaucoup de ça. Mais on sent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à ça, et il faut y aller. Parce que Oui, ça, je suis sinon, d'accord. après, on n'aura plus que ces jeux pour pleurer, on pourra se plaindre. Et après, et alors, qu'est-ce qu'on fera? Bah, rien. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire quelque chose. Hein, je ne dis pas qu'il faut prendre les armes, c'est pas ça. Je dis qu'il faut quand même essayer de redonner à la France ce qu'elle vaut et ce qu'elle a été et ce qu'elle devra être dans le futur. Parce que moi, j'ai bien peur qu'on ait fait encore un certain nombre. Si Macron, par exemple, est réélu, Ah bah, après, ces choses seront beaucoup plus compliquées. Ah bah c'est assez simple, hein, grâce à un produit strictement français qu'on appelle l'assurance montre tout, c'est-à-dire que si tu veux faire élire une chèvre, mets-la en face de Marine Le Pen. Ce que j'avais appelé dans le temps le théorème de la chèvre crevée. Mais ce qu'il faut, euh, sans excès de lyrisme excessif, euh, à titre personnel, je veux que ce combat et que ces temps terribles, je bénis que ces temps arrivent maintenant. Vous allez me trouver très dur, mais je suis père de famille. Donc je veux, j'estime que la souveraineté est une responsabilité. C'est ce que je disais avec l'euro, par exemple, que son sang retombe sur nous. Je souhaite les conséquences de ce que je veux. Or, je ne veux pas que ce combat soit celui de ma fille, donc je veux que ce combat soit le mien. Et je pense que vous devez tous trouver la source de votre courage. Alors je vous le dis, il n'y a rien de mieux que les enfants. Enfin, à mes yeux, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il n'y a rien de mieux que les enfants là-dessus, pour une seule raison, c'est que objectivement, qu'ils nous fassent la guerre à nous, bon, on s'en accommodera toujours. Mais qu'ils fassent la guerre à la liberté de nos enfants, jamais. Et ça, il faut avoir confiance en la vie, d'un certain côté. C'est-à-dire que oui, nous pouvons recréer des sociétés vivables. Nous pouvons recréer des sociétés de concorde qui respecteront la place de leurs conflits parce qu'une société, c'est un processus dynamique. Mais pour qu'on évite de terminer dans cette société de la haine qui est celle du libéralisme avancé, ce que tous les théoriciens contractualistes avaient vu, hein, Hobbes, Rousseau, etc., ils avaient tout vu ça. C'est-à-dire que la société de l'individu non individué, qui est aujourd'hui, c'est une société de clones, et ben ça se termine dans l'attaque des clones. C'est-à-dire les clones se bouffent la gueule. Bon, ben, je ne veux pas, je veux que ma fille puisse jouir de cette idée exceptionnelle de la liberté que nos pères grecs nous ont léguée et qui a fait l'aventure extraordinaire des différentes civilisations occidentales. Voilà. Mais pour ça, il faut y croire et avoir le courage d'y croire. Dernière question. Alors justement, une dernière question sur un peu la suite, c'est est-ce que l'élection de Joe Biden permettrait le retour d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche? Ça, c'est une question de la Charlotte. Et une autre question qui nous concerne aussi peut-être un peu plus, c'est une question de Robert Janssen. Doit-on avoir la plus grande crainte du vote par correspondance au vu du vol de l'élection de Biden contre Trump?
notamment par rapport à nos prochaines échéances électorales en France. Alors, Jonathan, à ton avis, elle est encore en état de revenir, la mère Clinton? Tu crois? Je pense pas. Une des raisons principales, c'est que elle est détestée par Ouais, beaucoup de monde. elle est haïe, ouais. Ouais. Elle est haïe et en plus, elle a tellement de casseroles que ce serait très facile de la déstabiliser politiquement. Il suffit de ressortir deux, trois histoires, notamment avec son mari. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Elle est pas, c'est pas possible. À mon avis, elle s'estime heureuse là que Trump n'a pas été réélu pour pas qu'elle soit éventuellement mise devant les juges pour pas mal Ouais, je suis d'affaires. d'accord. Donc, elle se sent bien, donc peut-être qu'il serait temps qu'elle reste discrète. Oui, oui, je pense aussi. Et puis, d'un côté, je suis pas sûr que Biden saute de joie de l'avoir dans son ombre, parce que c'est un minimum de voix pour un maximum d'emmerde. Oui, je pense pas, je suis assez d'accord là-dessus. Sur le vote par correspondance, on va être très clair, il a été interdit en France au milieu des années 70 à cause de ça. C'est évident que c'est un nid à fraude. C'est évident. Donc, alors que les députés macronistes se soient jetés dans la brèche pour pouvoir faire réélire le petit, alors là, par contre, il faut vraiment faut être honnête. C'est quand même triste d'en arriver là. Parce que d'avoir aussi peu de foi dans l'assurance vie du système qu'est Marine Le Pen, c'est dégueulasse. Parce que vous allez pas me dire que vous avez... Enfin, si vous avez Marine, vous n'avez pas besoin de truquer les votes. Si vous voulez, le Marine serait pas capable de gagner une élection où elle se présenterait toute seule. Donc, voilà, si vous voulez, vous savez, moi je viens de la campagne. Et sincèrement, j'ai vu beaucoup de choses à la campagne dans le milieu agricole, mais un épouvantail qui effraie tellement les oiseaux qui rapportent les graines, non. Bah Marine, c'est ça. Bon, donc ils n'ont pas besoin du vote par correspondance. Et s'ils font cette connerie-là, qui en plus risque de se faire retoquer par le Conseil Constit à cause de ça, ça me fera marrer, tiens. On va conclure là, mes amis. C'était le live du Cercle Aristote. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour ton éclairage et Merci Pierre. toutes nos amitiés. De toute façon, on ne sera pas sans se revoir, toi et moi, c'est certain. Et donc, merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider par nos formulaires de dons, notre page Tipeee et autres. Rejoignez-nous sur Gab, rejoignez-nous dans notre groupe Telegram, rejoignez-nous par nos réseaux sociaux Twitter et autres, où nous sommes encore tant que nous ne serons pas dégagés. Et si vous voulez des livres, ils sont encore disponibles sur le site du Cercle Aristote. Merci à tous et à très bientôt. Merci à la technique. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.